Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, on va aborder aujourd'hui l'insuffisance urinaire aiguë. Et sans tarder, je donne la parole à Dr Zarara, qui est endocrinologue, pour aborder le thème. À vous la parole, Dr Zarara. D'accord, merci Dr. Bohitala. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois avec un thème aussi intéressant. Donc aujourd'hui, on va parler de l'insuffisance surrénalienne aiguë. C'est une urgence thérapeutique grave qui peut être mortelle si le diagnostic n'a pas été établi précocement et si le traitement n'a pas été instauré en urgence. Son tableau clinique est malheureusement non spécifique, donc ce qui peut être à l'origine d'un retard diagnostique. Donc, dès la suspicion clinique, on doit commencer le traitement en urgence sans attendre la confirmation biologique. Avant d'entamer le sujet, on va faire un petit rappel anatomo-physiologique. Alors, la glande surrénale est une glande endocrine, au nombre de 2 située au-dessus de chaque rein. Donc, elle est composée de 2 parties. Une partie externe, appelée la cortico-surrénale, et une partie interne, appelée la médulo-surrénale. La médulo-surrénale est responsable de la sécrétion des catécholamines, donc l'adrénaline et la noradrénaline, et donc la sécrétion dépend du système sympathique. Par contre, donc, la cortico-surrénale est responsable de la sécrétion de glucocorticoïdes dans le chef de file et le cortisol, des androgènes et des minéralocorticoïdes, donc principalement l'aldostérone. Il faut savoir que le cortisol a plusieurs rôles. Donc, c'est une hormone qui augmente, qui stimule la néoglucogenèse, qui augmente le catabolisme protéidique, il a un effet anti-inflammatoire également. Et la régulation de la sécrétion du cortisol et des androgènes se fait donc par l'hypophyse, précisément par l'ACTH. Alors que les minéralocorticoïdes, donc l'aldostérone, qui joue un rôle donc elle entraîne une augmentation de la tension artérielle par une augmentation de la réabsorption du sodium et d'eau et une augmentation de l'élimination de l'excrétion du potassium et des ions H+. Donc, c'est une hormone qui augmente la volémie, entraîne une hypervolémie avec une augmentation de la tension artérielle. La régulation, par contre, elle est indépendante du système hypothalamo-hypophysaire, elle dépend du système rénine-angiotensin. Et l'insuffisance surrénalienne est définie par un déficit plus ou moins complet de la sécrétion des hormones du cortex surrénal. Passons maintenant à la régulation de la sécrétion des hormones du cortex surrénal. Alors, la régulation se fait par la CPH ou bien la corticotrophine, sécrétée par l'antéhypophyse, elle-même est régulée par la CRH, donc la corticotropine releasing hormone sécrétée par l'hypothalamus. Il y a certains événements qui déclenchent cette sécrétion, notamment le stress, la douleur, les émotions. Et cette sécrétion, elle suit un rythme circadien, ou bien un rythme icténéral au cours de la journée, avec un pic sécrétoire le matin entre 6h et 8h, qui diminue par la suite au cours de la journée. Donc, on peut dire maintenant que on peut avoir 2 types d'insuffisance surrénalienne. Si l'anomalie se situe au niveau de la surrénale, donc on aura une insuffisance surrénalienne périphérique. Dans ce cas, le taux de cortisol soit diminué avec une augmentation de la CPH et de la CRH. Par contre, si l'anomalie se situe au niveau hypothalamo-hypophysaire, il y a plusieurs étiologies qui expliquent cette atteinte, soit tumorale, traumatique, vasculaire, infiltrative. Dans ce cas, on trouve une diminution de la CPH, un taux diminué. Par conséquent, donc, la surrénale ne sera pas stimulée, donc on aura un taux de cortisol diminué. Donc, on parle en premier cas d'insuffisance surrénalienne primitive et dans le deuxième cas d'insuffisance surrénalienne secondaire appelée l'insuffisance corticotrope. Donc, on a déjà parlé de l'aldostérone et des minéralocorticoïdes. On a dit qu'elle dépend du système rénine-angiotensin. Donc, elle est indépendante de la CPH. Donc, en cas d'insuffisance surrénalienne secondaire, la sécrétion d'aldostérone reste conservée. D'accord? D'accord. Alors, passons maintenant au diagnostic positif de l'insuffisance surrénalienne aiguë. Il faut savoir que l'insuffisance surrénalienne aiguë, elle peut compliquer l'insuffisance surrénalienne primitive ou secondaire. Mais
elle survient surtout en cas d'insuffisance surrénalienne périphérique, mais non exclusivement. On peut la trouver dans les deux cas. Les signes ici, donc les étiologies de cette insuffisance surrénalienne aiguë sont multiples, mais ça peut être une complication d'une insuffisance surrénalienne aiguë chronique. Pardon, d'une insuffisance surrénalienne chronique. Donc, l'aiguë, c'est une complication. Ça peut être une complication d'une insuffisance surrénalienne chronique. Donc, on peut trouver une aggravation, une exagération des signes d'insuffisance surrénalienne chronique. D'accord? Donc, principalement dans le tableau clinique d'insuffisance surrénalienne aiguë, on trouve une hypotension artérielle. L'hypotension artérielle est expliquée d'abord par la baisse de l'aldostérone. On connaît déjà le rôle de l'aldostérone, mais aussi la baisse du cortisol. Parce que le cortisol a un effet sur les vaisseaux. Il sensibilise donc le muscle vasculaire aux agents vasoconstricteurs. Donc, la baisse du cortisol va entraîner une diminution du tonus vasculaire ou une vasoplégie. Donc, l'hypotension est un signe qu'on trouve dans l'insuffisance surrénalienne aiguë. Et réactionnellement, donc, on peut trouver un pouls filant rapide avec des extrémités froides, et voire même un état de collapsus cardiovasculaire. Les signes digestifs, donc, qui sont expliqués aussi par la diminution des minéralocorticoïdes, entraînant une perturbation des échanges ioniques à travers la paroi digestive. Donc, le patient se plaint de douleurs abdominales, soit antérieures ou postérieures, présente des vomissements, voire diarrhée. Ces signes, généralement, peuvent être pris pour une urgence chirurgicale, mais lorsqu'on examine le patient, on trouve que l'abdomen est souple. D'accord? D'accord. Pardon, est-ce que la diarrhée, c'est un signe fréquent? La diarrhée? Généralement, oui. Les troubles digestifs sont très fréquents, surtout les vomissements et la diarrhée. Oui. Ce qui peut simuler un abdomen chirurgical et parfois on opte pour un scanner abdominal. C'est l'intensité des signes digestifs qui généralement orientent vers tellement les troubles digestifs sont intenses, ça peut orienter vraiment vers une urgence chirurgicale qu'on élimine par la suite, soit par des examens paracliniques ou bien simplement par l'examen clinique qui élimine un abdomen chirurgical. Justement, merci. Alors, la fuite sodée par diminution d'aldostérone, les vomissements, la diarrhée, tout ça va entraîner une déshydratation, une diminution du volume extracellulaire qui se manifeste par des signes de déshydratation cellulaire. Constamment, on trouve un pli cutané, une hypotonie des globes oculaires. Dans les formes sévères, on peut trouver une hyperthermie avec des signes neurologiques, donc des troubles de la conscience, voire obnubilation, agitation, confusion mentale, voire même coma. Et à l'examen neurologique, on ne trouve pas de signes de localisation. Alors, ça, c'est pour le tableau clinique. Comme je vous ai expliqué déjà, on peut trouver, par exemple, si le patient n'est pas connu pour une insuffisance surrénalienne chronique, quelques signes d'insuffisance surrénalienne chronique peuvent nous orienter. Par exemple, la mélanodérie, qui est un signe pathognomonique de l'insuffisance surrénalienne périphérique. Ça peut nous orienter vers une insuffisance surrénalienne aiguë qui complique une insuffisance surrénalienne chronique. D'accord? Ou bien si le patient est connu déjà pour une insuffisance surrénalienne chronique, donc c'est une complication, soit en interrogeant les parents du malade, soit s'il a une carte sur laquelle c'est mentionné que le patient est connu pour une insuffisance surrénalienne chronique. Ça peut nous orienter aussi. Sur le plan biologique, alors on demande en urgence une formulation sanguine, une glycémie, un programme sanguin, un bilan, une gazométrie. D'accord? À la formule, on trouve donc des signes non spécifiques, une hyperéosinophilie, parce que le cortisol diminue le taux d'éosinophilie, et une hémoconcentration avec hématocrit élevé. Comme les glucocorticoïdes, c'est des hormones hyperglycémiants qui stimulent la néoglycogenèse, donc on aura une hypoglycémie. Et à l'ionogramme, donc on a parlé du rôle de l'aldostérone, donc qu'est-ce qu'on aura? Une hyponatrémie avec une hyperkaliémie menaçante. L'aldostérone a dit aussi qu'elle favorise l'excrétion des ions H+, donc on trouve une acidose métabolique à la gazométrie, avec une insuffisance rénale fonctionnelle secondaire à la déshydratation. Alors, le bilan biologique. Oui. Pourquoi on a une hémoconcentration?
En fait, c'est la déshydratation et l'hypovolémie. Voilà. Ah, d'accord, c'est bon. Merci. Signe spécifique, c'est le bilan hormonal. C'est le bilan qu'on ne doit pas, donc je dis qu'on ne doit pas attendre le taux de cortisol ou bien d'aldostérone pour confirmer qu'il s'agit d'une insuffisance surrénalienne. Donc un tableau clinique, un patient connu pour une insuffisance surrénalienne, un ionogramme sanguin en faveur d'une hyponatrémie avec hypercalémie, on commence le traitement et on lance aussi pour confirmer le taux de cortisol et d'ACTH et des minéralocorticoïdes, d'aldostérone et de rénine pour confirmer l'insuffisance surrénalienne si le patient n'est pas connu pour une insuffisance surrénalienne. Pour les diagnostics étiologiques, plusieurs circonstances peuvent être à l'origine de cette décompensation. Soit il peut être une insuffisance surrénalienne méconnue, et cette situation de décompensation d'insuffisance surrénalienne aiguë présente le mode révélateur de la maladie. D'accord ? Ou bien le mode de découverte de la maladie chronique. Soit un patient connu pour une insuffisance rénale, une insuffisance surrénalienne, et qui se trouve donc dans une situation de stress, une intervention chirurgicale, une infection sévère, un traumatisme aigu, une déshydratation, où les besoins sont augmentés, les besoins glucocorticoïdes. Dans cette situation, le patient traité doit augmenter, doit doubler, voire tripler les doses d'hydrocortisone. Et s'il n'augmente pas les signes, donc il se trouve dans cette situation de dose insuffisante. D'accord ? Troisième situation, un patient connu qui a arrêté le traitement. Donc, le traitement substitutif en cas d'insuffisance surrénalienne chronique, c'est un traitement substitutif à vie. Un régime sans sel qui est un régime proscrit au cours de l'insuffisance surrénalienne parce qu'il peut aggraver, entraîner une hyponatrémie et aggraver la situation. Des traitements aussi contre-indiqués au cours de l'insuffisance surrénalienne qui entraînent une déshydratation aussi, qui peuvent déclencher cette complication. Donc, les diurétiques, les laxatifs et les inducteurs enzymatiques. Pardon, est-ce qu'on peut déduire que les diurétiques ou les laxatifs sont contre-indiqués pendant l'insuffisance surrénalienne? Oui, c'est des médicaments qui sont contre-indiqués. Et en cas de besoin, vraiment, on doit être prudent, voire même passer d'emblée à la voie IV. Je parle d'insuffisance surrénalienne chronique, pas aiguë. On sait que aiguë, c'est contre. C'est des traitements qui sont prescrits à éviter. Oui. C'est des traitements contre-indiqués. D'accord. Ouais. Autre situation, autre étiologie, une étiologie d'origine vasculaire. Donc, soit une complication d'un traitement anticoagulant entraînant un hématome surrénalien, ou bien une thrombose des veines surrénaliennes. Ces deux situations vasculaires peuvent entraîner une destruction brutale des deux surrénales et entraîner d'emblée une insuffisance surrénalienne aiguë. D'origine périphérique parce que la tête se situe au niveau de la surrénale. Une autre situation, c'est la corticothérapie prolongée. Alors, les corticoïdes, ce sont des médicaments qui sont utilisés largement dans un grand nombre de pathologies, du fait de leur effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur. Donc, le traitement par corticoïdes d'une façon prolongée à une dose supraphysiologique peut entraîner une inhibition de l'axe corticotrope. Donc, il inhibe l'ACTH par rétrocontrôle négatif du système hypothalamo-hypophysaire et par conséquent une mise au repos des surrénales. Ça peut entraîner une insuffisance surrénalienne. Ça n'a pas été pris en charge, donc compliqué d'une insuffisance surrénalienne aiguë. D'autres causes iatrogènes, soit une chirurgie, donc une surrénalectomie, quelle que soit la cause, soit l'utilisation de traitements anticortisoliques de synthèse qui sont généralement utilisés dans le traitement d'un syndrome de Cushing ou bien d'hypercorticisme. Une autre étiologie, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Chignal, c'est une atteinte d'origine centrale, donc qui touche l'hypophyse. Il s'agit d'une nécrose. Donc, deuxième partie, et je vous laisse la parole, Dr. Zahra. D'accord. Donc, on parlait du syndrome de Chignal, qui est une nécrose ischémique de l'antéhypophyse, qui survient généralement lors d'une diminution du débit sanguin antéhypophysaire,
Elle suit généralement un accouchement hémorragique, donc ça va entraîner, du fait de diminution du débit sanguin, entraîner une nécrose ischémique antéhypophysaire et donc une insuffisance corticotrope. Les brûlures étendues et l'insuffisance respiratoire chronique, c'est des causes de déshydratation qui peuvent aggraver donc, la situation et entraîner une décompensation d'une insuffisance surrénale. Passons maintenant à la prise en charge, qui doit être faite donc impérativement en milieu hospitalier. Donc, on hospitalise les patients, mise en condition avec mise en place de voies d'abord veineuses. Et le traitement comporte généralement 3 volets, 3 volets thérapeutiques, donc la réhydratation, la substitution en glucocorticoïdes et bien sûr le traitement du facteur déclenchant. La réhydratation se fait par du sérum glucosé 5%, supplémenté en NaCl, donc 9 grammes par litre pour le premier litre. On proscrit généralement initialement l'adjonction KCl qui peut aggraver l'hypercalémie. Alors, on fait administrer 3 à 4 litres en 24 heures, donc le premier litre à faire passer au cours de la première demi-heure. Pardon, docteur Zrara. Juste, il faut souligner que l'ajout de NaCl, c'est très important parce que le sérum glycosé à lui-même va aggraver l'hyponatrémie et va donner l'œdème cérébral. Donc, ne pas oublier qu'on doit ajouter du NaCl. Et 9 grammes pour litre, c'est comme le sel isotonique. Exactement, oui. D'accord. Alors, en cas de collapsus, bien sûr, perfusion de solutés macromoléculaires sous surveillance de la pression veineuse centrale et la supplémentation en glucocorticoïdes à base d'hémisuccinate d'hydrocortisone, donc par voie bien sûr IV, c'est la voie d'urgence, à raison de 100 mg toutes les 6 à 8 heures pendant les 24 premières heures. Le deuxième jour, on diminue la dose en moitié, donc 50 mg toutes les 6-8 heures. Puis au troisième jour, on commence la dégression. Il faut savoir que la dégression donc, se fait selon l'amélioration clinique. On dit troisième jour, mais généralement en pratique, on commence la dégression dès l'amélioration clinique, notamment une bonne tension artérielle, disparition des signes digestifs, bon état d'hydratation. On commence la dégradation, bien la dégression progressive pour arriver à la voie orale, donc bien sûr après disparition de l'établissement, 30 à 40 mg d'hydrocortisone. Donc 30 mg en cas d'insuffisance surrénalienne, généralement c'est la dose donc, en cas d'insuffisance surrénalienne périphérique et 20 mg en cas d'insuffisance surrénalienne corticotrope ou secondaire. Pardon, une minute. Docteur Boumbouza, Oui. vous avez l'habitude de voir des insuffisances surrénaliennes en réanimation. Est-ce que vous avez l'habitude de voir les collapsus vraiment sévères dans les cas d'insuffisance surrénalienne aiguë? Oui, c'est pas très Je viens de fréquent. poser la question parce que généralement, arrivé en service d'endocrino, donc on trouve des formes un peu légères, mais les formes vraiment graves, c'est en service de réanimation. Exactement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, c'est pas fréquent de voir des insuffisances surrénaliennes. En matière de fréquence, c'est pas très fréquent, mais quand même, lorsqu'on voit un patient donc, qui présente carrément des signes d'un état de choc, d'un collapsus, on peut suspecter une insuffisance surrénalienne. Parfois, on donne par excès l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Et 100 mg, c'est suffisant? C'est une dose suffisante? C'est une dose suffisante pour un bolus, pour un premier bolus. Très bien. Mais Et on est-ce que continue de 100 jusqu'à 300 à 400 mg par jour. Donc c'est toutes les 6 heures. 100 mg toutes les 6 heures lorsqu'on confirme ou on suspecte l'insuffisance surrénalienne. Très bien. Mais quand je ne dispose pas de la HHC, je peux substituer par le solimidrol normal. Est-ce que vous avez la dose nécessaire? Le problème, c'est que l'hémisuccinate d'hydrocortisone, il a de bons résultats en matière de soit Exactement. comme glucocorticoïde et surtout comme minéralocorticoïde. Mais Exactement. le méthylprednisone peut, je pense, hein, peut-être que Dr. Je vous entends Zara, pas. Qu'est-ce que vous avez dit concernant les minéralocorticoïdes? Si je dis l'hémisuccinate d'hydrocortisone, c'est un double
Il a un double rôle, donc Oui, minéralocorticoïde et oui. À des doses glucocorticoïde. pareilles, il a Par un effet contre, oui, minéralocorticoïde. oui, Mais quand je ne dispose pas de cette molécule, je peux la substituer par le méthylprénisolone. Mais le problème, c'est qu'il y a une bioéquivalence entre les doses. Justement, bon, généralement, on utilise donc l'unisifionate hydrocortisone parce que les corticoïdes diffèrent, donc chacun son effet, d'accord? Bien Mais en sûr. voie d'urgence, on préfère l'unisifionate hydrocortisone. le Donc, pour les méthylprénisone, drogues, je ne pense pas que ça va avoir. Mm. le méthylprénisone, son effet est beaucoup plus glucocorticoïde plus que minéralocorticoïde. Mais les Exactement. bisglycinate d'hydrocortisone, il a double rôle. En même temps, donc, la dose je pense, si je me souviens du tableau, pour l'équivalence des doses, c'est méthylprénisone, c'est 4 ou 5 fois plus les bisglycinate d'hydrocortisone. D'accord. Donc, D'accord. peut-être 20 à 25 mg peut substituer le 100 mg de méthylphénate d'hydrocortisone. D'accord. Donc, voilà. Et parfois, même, toujours en réanimation, parfois on suspecte l'insuffisance urinaire lorsqu'un état de choc, lorsqu'il devient réfractaire après une certaine durée, donc de 24 à 48 heures, et il résiste aux drogues vasoactives. On doit suspecter l'insuffisance surrénalienne parce que comme les deux surrénales sont des organes, ils sont irrigués automatiquement on doit avoir une bonne tension pour une bonne perfusion des deux organes. Donc, lorsqu'il y a un état de choc, les deux peuvent développer une insuffisance suite à un état de choc. D'accord. Ah, c'est Non une pas cause, oui, une cause de l'état de choc, d'accord? C'est exactement. D'accord. une conséquence, oui. D'accord. D'ailleurs, on attend votre présentation des états de choc. Ah oui. Je vous laisse terminer, docteur Zara. Alors, bien sûr, le traitement du facteur déclenchant, il s'agit d'une infection sévère selon le germe analysé, donc selon le prélèvement bactériologique, donc l'antibiothérapie. Il faut toujours penser à une grossesse, à faire un test de grossesse chez une femme jeune, parce que la grossesse aussi est une situation où les besoins sont augmentés, donc les besoins en glycocorticoïdes. Donc, ça peut être le facteur déclenchant d'une décompensation, d'une insuffisance surrénale. On surveille cliniquement, bien sûr, le pouls, la tension artérielle, l'état d'hydratation, les troubles digestifs, la diurèse, la température et l'état de conscience. Et biologiquement, par ionogramme, bilan vénal et la glycémie. Un point très important, c'est bien l'éducation du patient et pour le prévenir de cette complication grave. Donc, on doit l'informer, lui et son entourage, sur sa maladie, sur les signes de décompensation, quand est-ce qu'il doit augmenter ses doses en cas de situation de stress, en cas d'angine, d'infection, même une grippe, d'augmenter les doses, en cas de vomissement, pour passer bien sûr à la voie IV. Il faut suivre un régime normosodé, ne jamais suivre un régime sans sel, de proscrire les diurétiques, éviter les diurétiques et les laxatifs. Et en cas donc d'intervention chirurgicale, de prévenir le médecin anesthésiste. Dans tous les cas, le patient en insuffisance surrénalienne doit porter une carte sur laquelle mentionner donc sa maladie, la dose d'hydrocortisone et il doit présenter cette carte n'importe quelle consultation pour n'importe quelle spécialité, mais surtout avant chaque intervention chirurgicale. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. J'attends vos questions. Merci. Exactement. J'ai beaucoup de questions en tête. La première question, c'est la confirmation diagnostique par le dosage biologique du cortisol. Est-ce qu'un simple dosage du cortisol, ça suffit ou est-ce qu'on aura Donc, recours à d'autres? ouais. Le simple dosage, généralement, il n'oriente pas. Bon, on a le tableau clinique, on a un taux de cortisol bas. Il y a un taux, en fait, biologique, c'est inférieur à 80 nanomoles par litre. S'il est diminué, donc on confirme. Si en cas de doute diagnostique, on aura recours à des tests dynamiques, donc le test au synactène. Le synactène, c'est ce qu'on appelle tétraphosphatide, c'est l'ACTH synthétique. Et c'est le premier test qu'on utilise. Et en cas de doute diagnostique, il y a d'autres tests, notamment l'hypoglycémie insulinique et le test à la méthotrexate. Donc, ça confirme l'atteinte fonctionnelle de la surène. D'accord,
Et deuxième question, quand je donne des corticoïdes à haute dose et à longue durée, donc le Oui. moyen de prévenir l'insuffisance urinarienne, c'est de faire la digression, c'est ça. Donc, je vais aller doucement. Voilà, c'est très important d'aller doucement. Il faut savoir que dans la corticothérapie prolongée, avant de parler de type de corticoïdes, il y a une grande variabilité interindividuelle, c'est-à-dire une variation de sensibilité aux glucocorticoïdes d'un individu à un autre. Donc, il est vraiment impossible de prédire avec certitude ce risque d'atteinte de la fonction surrénalienne. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs prédictifs, donc la nature du corticoïde, la durée de traitement. Mais on dit qu'en généralement, lorsque le traitement dépasse les 3 semaines, avec une dose qui dépasse les 20 mg d'équivalent prédnisone. Donc, l'équivalent prédnisone, il a parlé déjà, Dr. Bouza, du tableau. Chaque type de corticoïde a une équivalence. On peut voir soit le tableau, soit il y a des applications sur le téléphone qui facilitent ça. Parce qu'on dépasse 20 mg d'équivalent cortisone, avec des corticoïdes de plus de 3 semaines, on est obligé de faire une dégression et ne pas arrêter brutalement la corticothérapie parce que ça risque d'entraîner une insuffisance surrénalienne secondaire. D'accord. Il y a une question, il y a un intervenant qui dit quelle molécule d'antibiotique donner en général? Je n'ai pas compris la question. Voilà, quel type d'antibiotique, ça dépend de quel type d'infection. L'infection peut être Exactement. une cause, voilà, peut-être une cause Hmm. de décompensation des substances surrénaliennes. Ça peut être une pneumopathie, ça peut être une infection urinaire, ça peut être une angine, un Donc là, symptôme c'est par rapport à par rapport ça n'a à rien à l'infection. voir. Exactement, ça n'a rien à voir avec l'insuffisance urinaire. Exactement, c'est le facteur déclenchant. D'accord. J'ai, j'ai une petite question concernant le rythme de dégression. Peut-être que ça m'a passé, mais le rythme de dégression des doses de corticoïdes. Alors, Pour la dernière vague de Covid, presque tous les patients étaient sous dexaméthasone. On avait un problème de rythme de dégression. voilà. Est-ce Alors, qu'on devait le rythme de rapidement régression, il y a dégraisser? plusieurs consensus et on ne peut pas suivre, il n'y a pas vraiment un schéma à suivre. L'essentiel, c'est d'être vraiment ne pas être trop rapide, faire une dégression progressive. C'est l'essentiel. Voilà. Personnellement, docteur Bambouza, moi, quand j'utilise le prednisone ou le prednisolone, qui a la même bioéquivalence entre les deux molécules, j'essaie de dégraisser 5 mg par 15 jours. Et j'essaie pas de faire plus vite que ça. Et j'ai jamais eu de problème avec cette digression. Donc, comme docteur Zahra a dit, il y a plusieurs consensus. Ah, il y a Mais plusieurs consensus. Il exactement. faut savoir, Et c'est d'être vraiment, ne pas arrêter progressivement et arriver très finalement à bien. Et une dose de 5 mg d'équivalent prédnisone. C'est la dose. vous avez dit une chose très importante, c'est que ça diffère selon la susceptibilité personnelle. Donc, c'est pas Exactement. selon les personnes. Voilà, voilà. Alors, deux personnes qui ont reçu donc bien la même dose de corticoïdes à une même durée ne présentent pas le même risque. Il y a une grande variabilité interindividuelle. Oui, déjà, je vous raconte une petite histoire d'une patiente que j'ai vue il y a, je pense, 15 jours ou 20 jours au niveau des urgences pour une insuffisance urinaire suspectée. Donc, qui prenait donc, pendant 5 jours de la dexaméthasone. Pendant 5 jours et après un arrêt de presque 8 à 10 jours, la patiente elle est venue aux urgences pour des signes en faveur d'une insuffisance urinaire, Voilà. malheureusement. C'est ce qui confirme en fait ce qu'on vient de dire. C'est ce qui confirme. Oui. Et en Parfois même même des temps, oui, corticoïdes voilà, sous forme locale, c'est-à-dire sous forme de dermocorticoïdes, peuvent entraîner également une insuffisance surrénalienne. Quel que et en soit même temps, oui, en même temps, la- nos patients qui recevaient beaucoup de corticoïdes pendant les vagues de Covid, donc on n'avait pas, heureusement, on n'avait pas beaucoup de problèmes avec la dégression et avec les complications après de il y avait traitement. une prise anarchique aussi, c'était de l'automédication, et c'était vraiment. Exactement. Oui.
Même chose Euh, pour le diabète, entre parenthèses, même chose pour le diabète cortico-induit, c'est un diabète secondaire au glucocorticoïde. Il y a aussi une susceptibilité, bien une variabilité interindividuelle selon les antécédents familiaux, selon le mode de vie, le poids, exactement. Donc, voilà. En même temps, c'est juste pour rajouter aussi, donc il y a des médicaments qui peuvent causer une insuffisance rénalienne. Parmi ces médicaments, il y a des médicaments qu'on utilise en anesthésie et réanimation. Donc, c'est des drogues anesthésiques et sédatives qui Comme? peuvent, comme l'étomidate, je cite comme exemple l'étomidate, euh, communément connu sous le nom d'hypnomidate. Donc, D'accord. c'est une drogue sédative utilisée en induction à séquence rapide, yani pour des patients à estomac plat. Parmi les effets secondaires, c'est une insuffisance rénalienne aiguë. Donc, dans 50 à 60% des cas. Parfois, on fait une petite prémédication si le patient est venu quand même pour un acte chirurgical. Parfois, non, quand le patient est en état de détresse ou En fait, il y a une l'étomidate, urgence. lui, elle est connue, elle inhibe la biosynthèse des stéroïdes par les corticosurrénales. Elle est connue pour l'action de la glycolyse. J'ai pas entendu, je sais Vous pas avez un problème de connexion, docteur Zara. est-ce qu'on peut. Est-ce que vous êtes là? Je crois qu'on a Oups, perdu le ouais, contact avec docteur Zara. ouais. Donc, ça,